Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Rétro Info comme chaque samedi. Et vous savez que la semaine passée a été riche en événements de tout genre, donc nous ne pourrons pas traiter de tous les sujets, mais nous vous en avons choisi 4 que nous essaierons de traiter. Donc le premier sujet sera celui de l'appel de M. Mokari à l'intervention, ou plutôt comme il l'a précisé, à la participation de l'armée dans le processus transitionnel, si on peut dire, pour appeler à une transition vers un plus de démocratie et donc entre les lignes à s'opposer à un 5e mandat. Et la réponse de Ould Abbas qui lui a dit « Niet, l'armée n'intervient jamais dans les affaires politiques ». Nous en allons parler. Puis nous parlerons du problème de l'eau en Algérie. Une grave pénurie, un grave manque, une grave carence. Des villes entières qui ont soif, parfois pendant des semaines, qui ont de l'eau vraiment au compte-gouttes et qui sont au bord de l'explosion. Des populations entières qui sont au bord de l'émeute à cause de ce problème d'eau, avec toute la chaleur qu'on sait. Vous imaginez un peu. Puis nous parlerons aussi de ce marché parallèle de la devise, un euro tout particulièrement qui est en train de franchir tous les plafonds, qui a largement dépassé les 200 euros, les 200 dinars. On nous dit qu'il y a 220 à 230 dinars pour 1 euro. Puis enfin, nous essaierons de parler de la justice, de cette déclaration de M. Louh, le ministre de la Justice, qui parle de moraliser la vie politique, qui parle de réformer l'Office central de la répression de la corruption. Et nous allons parler de ça. Voilà. D'abord les titres. Al-Shourouq, Ould Abbas à Mokari, l'armée refuse de s'ingérer en politique. Cap, Algérie, DZ. Pénurie d'eau à Skikda, l'éternelle sécheresse, par Azdin Belfarrag. Liberté, Farhata Italie, analyste financier. Le marché informel pèse 5 à 8 milliards de dollars. Avec nous aujourd'hui pour en parler, en Skype, Abdelwahab Zaatri, depuis Constantine, ingénieur, observateur politique. Yassine Mahi Bahi, médecin observateur politique, qui est en France. Et Hsen Moussi, militant pour les droits de l'homme, qui est à Montréal. Alors, Abdelwahab Zaatri, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci. Abdelwahab Zaatri, nous allons commencer donc par ce premier point, cet appel de M. Mokari à la participation, nous dit-il. Il n'a pas dit à l'intervention, à la participation de l'armée, quel bel euphémisme, n'est-ce pas, pour aller vers une transition démocratique, et Ould Abbas de lui rétorquer que l'armée ne fait jamais dans la politique. Eh bien oui, c'est comme ça. Chaque fois que le système pourri qui nous gère ou qui nous digère est en difficulté, nos pseudo-politiciens dévoilent leur intelligence. Et voilà, pour Ould Abbas, la chose est très claire, il se veut le représentant du pouvoir, il se revendique d'être le représentant du pouvoir et le porte-parole du pouvoir. Donc pour ce faux de tout le pouvoir ou d'un clan du pouvoir? Non, pour lui, il a justement l'intelligence de vouloir représenter tout le pouvoir dans sa globalité. Lui, il est plus intelligent que Mokri, j'y arrive. Donc pour lui, tant que l'armée n'est pas contre Bouteflika, il est pour Bouteflika. Jusqu'à ce que, si l'armée change d'avis, bien sûr, il changera d'avis. Mais jusque-là, ce faux moujahid, parce que nous connaissons les vrais moujahid qui ne se comporteraient jamais comme lui, eh bien, ce faux moujahid, pour lui, parce que l'armée n'a pas encore dit son dernier mot, donc lui, il continue à supporter Bouteflika, et pour lui, Bouteflika, il n'y a de Dieu que Bouteflika, et peut-être Saïd, c'est son prophète. Donc, il a encore son Dieu, jusqu'à ce que, Zeus, le Dieu des dieux, Zeus va peut-être décider d'un autre, et il changera d'avis ultérieurement. Donc, voici
Pour Ould Abbas, c'est très clair. Il est beaucoup plus intelligent. Il essaie d'englober tout le système jusqu'à ce que les forces en jeu décident autrement. Oui, mais Pour Mokri, j'y arrive. Abdullah Zatri, quand Ould Abbas nous dit, avec toute l'audace possible et imaginable, que l'armée ne fait jamais dans la politique. Alors que qui ne sait pas en Algérie que c'est l'armée qui fait de la politique et il n'y a que l'armée qui fait de la politique, il n'y a que l'armée qui décide, il n'y a que l'armée qui décide qui est le président, qui est le député, qui est le maire. De qui se moque-t-il, M. Ould Abbas? Oui, oui, Ould Abbas, il se revendique d'un pouvoir qui nous domine et devant lequel nous n'avons pas le droit de réagir. Donc il parle tout seul, il parle à lui-même. Mais réellement, ils ont le pouvoir. Ce pouvoir-là décide de changer, de maintenir le président s'il veut, de le changer, de construire une opposition sur mesure. Donc ils ont tous les éléments en main, ils sont très puissants par rapport à une société désemparée, une société déchiquetée. Donc c'est de là que vient la force et l'arrogance de Ould Abbas. Sinon, pour lui, nous sommes dans un système parfait, l'armée est magnifique, elle s'occupe des frontières, elle n'a rien à voir avec la politique. Bouteflika, il va marcher dans quelques jours, sinon il va rajeunir et tout va tout va très très bien dans le meilleur des mondes. Nous avons juste à acclamer ce que lui et ce pouvoir décident et pour eux, il vaut mieux que l'Algérie continue comme ça jusqu'à sa disparition. Ce jour-là, eux et leurs enfants, ils ont déjà des ressources à l'étranger, ils vont prendre un avion et adieu. Donc, je reviens à Mokri si vous voulez. Restez avec nous, Abdullah Zatri. Hassan Moussi, merci d'être avec nous. Merci Jamal, bonjour à tous nos invités et puis bonjour aux Algériens qui nous écoutent. Merci. Alors, le même point dont traitait Abdullah Zatri, donc cet appel de M. Mokri à l'armée et la réponse de Ould Abbas. Oui, à ce niveau-là, moi je dirais tout simplement ce que j'avais déjà dit sur la sympathique deuxième chaîne Magharibi à Damascus, pour dire qu'effectivement Macri donc, a sollicité l'intervention de l'armée. Il a même corrigé le tir en disant que je n'ai pas sollicité, comme vous l'avez si bien dit, mais j'ai sollicité la supervision ou la participation de l'armée pour nous assister dans une période de transition. En tout cas, pour moi, c'est du pareil au même. Pour cela, moi je dirais, Macri pose la question à l'armée. Ould Abbas, il est leader d'un parti politique, donc du FLN. Il n'a pas à faire l'avocat de l'armée pour répondre à Macri. Et ça, c'est un. Deuxièmement, l'armée n'a pas répondu donc, ni à l'un ni à l'autre. Pardon, Hassan Moussi. Oui. Il ne s'est pas fait l'avocat de l'armée. Il a dénié à l'armée le droit, j'allais dire, de s'impliquer dans les affaires politiques. Il a dit restez où vous êtes, mais même s'il a dit en termes sibyllins, Al-Rafiq, Ould Abbas, Rafiq Silah, etc., le compagnon d'armes, a dit lui-même qu'il ne fait jamais de politique. Ça veut dire qu'il est en train de nous dire que l'armée n'a jamais fait de politique dans ce pays et surtout qu'elle ne va pas empêcher le 5e mandat comme l'a suggéré Mokri. Effectivement, je vous rejoins totalement dans cet élément à Jamal, parce que là, c'est gravissime ce qu'a fait Ould Abbas. Parce que, bon, bien que certains vous disent que l'armée n'est pas impliquée sur le plan politique en Algérie, mais non, l'armée gravite quand même, supervise, elle a un œil, un grand œil, un regard sur tout ce qui se fait politiquement en Algérie. Et là, à ce niveau-là, je reproche quelque chose à l'armée, bien que je la respecte. Je respecte l'institution républicaine, l'armée républicaine, les institutions militaires. Mais c'est grave qu'un Ould Abbas se passe au-dessus de l'armée pour répondre à X ou Y institution ou personne et que l'armée se taise. Dans un pays quand même où les institutions fonctionnent bien, où l'armée fait ce travail comme il se doit, je crois qu'elle aurait laissé, appeler en justice Ould Abbas par rapport à la réponse qu'il avait faite à Macri. Macri, c'est son droit de poser la question. Bien que je dirais que pour moi, c'est une incapacité à prendre ses responsabilités, à aller au-delà de l'armée pour régler le problème, pousser à un parti politique à Jamal
se doit d'avoir les moyens de s'impliquer, de s'imposer sur la scène politique. Il n'a pas à appeler l'armée. Il a tous les atouts, toutes les institutions, tous les moyens pour le faire. Bien qu'il se cache derrière ce verrouillage institutionnel, mais il peut faire appel à la population de sortir. Il peut peser sa force en faisant sortir la population pour dire nous voulons une période de transition, non au cinquième mandat. Et vous croyez, Hissène Moussi, que ça peut se passer avec autant de facilité que Mekri appelle la population à sortir, que la population sorte à l'appel de Mekri pour exiger d'aller vers un véritable état de droit? Vous pensez que ça peut se passer avec autant de simplicité? Jamal, si vous sollicitez un agrément, si vous voulez faire de la politique, il faut la faire comme il se doit. Ou bien désengagez-vous, retirez-vous et laissez à ceux qui veulent faire la politique de la faire. C'est ça le problème. Il faut lutter, il faut pouvoir faire sortir la population. En ce moment, il faut la faire sortir pacifiquement pour dire stop à ce qui se passe en Algérie. Macri se devrait d'abord de tester sa force à travers le flux populaire. Est-ce que les 48 heures répondraient à Macri? C'est la question que l'on se pose. Avant de solliciter la supervision ou l'intervention de l'armée, il aurait dû nous montrer autre chose. C'est cela un parti politique. Restez avec nous, Hissène Moussi. Yassine Mahibahi, merci d'être avec nous. Allô, oui, bonjour, Germaine. Bonjour. Merci à vous et merci à nos invités. Merci. Alors, Yassine Mahibahi, sur le même sujet, celui de l'armée, dont M. Ould Abbas nous dit qu'elle ne fait pas de politique, qu'elle n'en a jamais fait, qu'elle se refuse le droit de le faire, qu'elle est là uniquement pour défendre le pays et les institutions républicaines. Bon, écoutez, moi j'ai un regard complètement différent à celui de nos invités. Moi je pense que tout ça c'est n'est que de cinéma. Mekri et Ould Abbas sont de très très bons amis, ils se connaissent très bien, ils travaillent ensemble dans le même régime et dans le même système. C'est quand même bizarre que les islamistes, depuis des années, se sont toujours soulevés contre le putsch militaire, contre l'intervention des militaires dans la vie politique. On connaît bien leur histoire. Hein, le mouvement Hamas, ex-Hamas plutôt, a participé dans la plateforme de Santé Gédio. Il a toujours été contre l'intervention des militaires dans la vie politique algérienne. Et comme aujourd'hui, il fait cette déclaration en disant qu'il faut que l'armée intervienne d'une manière ou Ce n'est d'une pas autre. mon avis, Yassine Mahibahi, que le Hamas s'est opposé contre l'interruption du procès électoral, qu'il s'est toujours opposé à l'intervention de l'armée dans la vie politique. Ce n'est pas ce qui me semble, moi. Non. Les islamistes ont toujours été pour justement une démocratisation de l'Algérie loin de la sphère militaire. Ça a toujours été ça leur message, le fait de participer aux élections, le fait de faire partie de cette alliance présidentielle. Il faut rappeler que quand même que Bouteflika est arrivé au pouvoir avec une assise, avec les islamistes, le RND, le FLN, etc. Donc non, moi je pense qu'ils ont toujours été contre l'intervention des militaires en tout cas. Et puis aujourd'hui, on donne une certaine crédibilité à l'institution militaire en disant essayez de nous aider d'une manière ou d'une autre contre le cinquième mandat. Moi, je ne crois pas à ça du tout. Pour moi, c'est une pièce de théâtre. Et derrière, vous avez un Ould Abbas que pour moi, Ould Abbas, quoi que l'on puisse dire, mais il est dans son rôle. C'est le pantin du régime. Il fait des déclarations pour le régime, pour le système. Il travaille pour un clan. Il est dans son rôle. Ça, on le sait très très bien. Le fait de répondre aux déclarations de Mekri en disant non, les militaires, mais pour moi, c'est une pièce théâtrale. Pour moi, c'est du cinéma. Au lieu que Mekri, par exemple, et les islamistes, moi j'aurais aimé que les islamistes, et que de toutes les façons, cette pseudo-opposition se prépare à une échéance électorale sérieusement, à présenter un candidat de consensus, à faire face aux candidats du régime. Ils sont là à faire de la politique politicienne. Et ça, je déplore. Yassine Mahibahi, quand Ould Abbas affirme avec une telle assurance, de telle certitude que l'armée ne fait pas de politique, comment peut-il dire une chose pareille dans un pays comme l'Algérie où l'armée est tout
l'alpha et l'oméga de la politique, le vrai tenant du pouvoir, l'organe par excellence qui désigne les présidents de la République, qui décide des élections, qui décide de tout, y compris de la distribution de la rente. Mais ça, tout le monde le sait, Jamel Din. Mais je vous ai déjà dit que Ould Abbas, il joue très très bien son rôle. Toutes ces déclarations ne sont qu'une supercherie. Et il ne faut jamais croire à une déclaration de Jamel Ould Abbas. Moi, quand je l'entends parler, c'est un comique. Voilà, il fait une série de sketchs, etc. Mais rien n'est sérieux dans cette déclaration. Donc rien ne m'étonne quand ça vient d'un certain Jamel Ould Abbas. Il est là pour servir un clan, un régime, etc. Et comment ce clan, Yassine Mahibé, comment ce clan, dont tout le monde devine qui est ce clan, hein, vous le savez très bien, c'est la fratrie Bouteflika et les tenants du 5e mandat. Comment ce clan est-il assez... je ne comprends pas pourquoi désigner un Ould Abbas pour communiquer une telle chose, un Ould Abbas qui est très contre-productif. Ça veut dire qu'il obtient toujours l'inverse de ce qui est demandé par ceux qui le délèguent. Pourquoi ne pas avoir envoyé quelqu'un de plus habile, qui passe mieux, qui est plus sérieux, que les gens écoutent? Parce qu'il n'y a pas de sérieux, justement, dans la vie politique algérienne. Il n'y a plus rien. La société civile ou les partis politiques ne fonctionnent plus de façon normale. Voilà, je veux dire, une vie politique qui est complètement perverse. Donc, forcément, ça passe bien. Alors, vous avez d'une part Ouihia qui fait un autre discours, un peu différent de celui fait de Ould Abbas, mais dans le même sillage, c'est-à-dire pour le régime. Donc, pour moi, Jamel Ould Abbas passe bien, en tout cas, ils ont besoin d'un Jamel Ould Abbas. Restez avec nous, Yassine Mahibahi. Je reviens à Abdelwahab Zaatari pour passer au deuxième sujet, celui de l'eau, la pénurie d'eau, le manque d'eau, la qualité, la très mauvaise qualité de l'eau. Certains de nos compatriotes affirment même avoir dans leur robinet des eaux usées, j'allais dire, de l'eau d'égout, ou qui sentent l'égout en tout cas, des eaux brunâtres, des eaux dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans, quand il y a de l'eau. Parce que la plupart des gens maintenant dans les villes, et tout particulièrement dans le pays profond, on sont arrivés à acheter des citernes d'eau, à avoir des bâches d'eau dans les terrasses, à aller puiser comme avant dans les fontaines, dans les sources, acheter de l'eau aussi par jerrycan, des camions qui se baladent dans les quartiers, etc. C'est vraiment une population particulièrement en cette saison qui est au bord de l'explosion. Abdelwahab Zaatari. Oui, c'est la catastrophe en ce qui concerne ce point précisément. Le problème de l'eau n'est pas nouveau et il se renouvelle à chaque année, donc personne ne le prend sérieusement en charge. Nous avons construit de grands barrages, mais qui sont capables d'assurer des ressources en eau potable pour les citoyens, pour l'agriculture, pour l'élevage et tout. Mais la réalité est tout autre. Le problème est un problème de gestion. C'est tellement mal géré que vous avez toujours un problème quelque part. Et ça ne marche pas bien. Ils ont même fait appel à des sociétés étrangères, françaises, chinoises, allemandes et tout, depuis 2008 jusqu'à ces dernières années, mais ça n'a donné aucun résultat. Ces sociétés ont pris, bien sûr, de l'argent en devise. Ils ont fait leur programme, mais par rapport au cahier de charge, nous sommes sortis nuls. Ils sont partis, nous sommes restés dans la même situation qu'auparavant. Moi, j'habite à quelques kilomètres du barrage de Bni Haroun, le plus grand barrage d'Algérie, et nous n'avons pas d'eau en continu. L'eau n'est pas de bonne qualité. Je ne parle pas, je parle d'ici à côté dans le nord, donc nous sommes très privilégiés en théorie. Alors, que penser des gens qui sont dans le Sahara et qui manquent sérieusement d'eau potable, qui ont les eaux usées devant leur porte? Je vous assure que c'est très grave. Et l'eau dans le Sahara et toutes les richesses du Sahara n'arrivent pas à permettre à ce pouvoir de respecter les citoyens sahariens. Comment est-on arrivé là, Abdelwahab Zaatari? Comment est-on arrivé là
un Sahara qui regorge d'eau, dont tout le monde sait qu'en eau profonde, il y a l'une des plus grandes réserves du monde qui meurt de soif littéralement. La côte où on aurait pu installer des usines de dessalement de l'eau de mer qui souffrent tout autant. Même quand il y a des barrages où ils sont envasés, où les réseaux d'adduction qui vont du barrage jusqu'au point d'alimentation au château d'eau et les autres centrales de distribution ne fonctionnent pas, où ils sont usés, où ils sont cassés. Par exemple, Gigel qui est au bord de la mer, qui a plusieurs barrages tout autour, qui souffrent de l'humidité, qui souffrent de tous les aléas de ce trop-plein d'eau, mais qui dans le même temps souffrent d'une grave pénurie d'eau potable. Comment en est-on arrivé à ce point, à cumuler autant de problèmes, au point où il n'est plus possible de les régler, à plus forte raison, maintenant qu'il n'y a plus d'argent? Oui, l'origine de tous ces problèmes, c'est la junte politique qui gouverne ce pays et qui a pris ce pays en otage et qui ne s'intéresse pas du tout à l'avenir de ce pays, ni à la santé, ni au devenir de ses citoyens. Ce qui intéresse les gens qui nous gouvernent, et nous en avons cité quelques noms, Mokri, Ould Abbas, Ould Qaddour et des centaines, les généraux Hadoul Hamel qui devraient assurer notre sécurité et qu'on enlève comme peut-être c'est lui qui est responsable de notre insécurité. Donc c'est la nature et les objectifs de ce régime politique dans sa globalité. هذا هو la cause de ce qui arrive à un si beau et un si grand pays. Le groupe, il a pris l'Algérie en otage, il est en train de l'essorer, de prendre les richesses. Le Sahara, il prend l'énergie, les énergies hydrocarbures, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, les différents matériaux dont nous pouvons profiter, l'uranium, le fer, le manganèse. Il y a plein de ressources, l'eau, les réserves d'eau énormes. Le tourisme, toutes saisons qu'on peut faire dans le sud, toutes les richesses du sud qui sont inimaginables dans un autre pays, chez nous, on les néglige et on n'en tient pas compte. On suce l'Algérie et on exporte les richesses par cocaïne interposée ou par le marché parallèle ou par tout autre processus vers l'étranger en attendant où la catastrophe arrivera et ils iront. Vous allez retrouver dans un bar à Paris et je ne sais qui, Qaddour ou Shakib Khalil à New York quelque part. C'est les vraies raisons. Il n'y a pas autre chose à chercher. C'est dans ce groupe qui nous dirige. Il a décidé de mettre à genoux l'Algérie et il n'a pas décidé de la mettre pour lui-même. Parfois, moi je suppose qu'il a décidé de mettre l'Algérie à genoux pour satisfaire la France parce que les gens ils ont peut-être regretté de voir une Algérie libre aux mains de ses propres enfants qui vont essayer de la développer comme beaucoup d'autres ont fait, qui ont pris en charge leur avenir. Voilà. Abdel Zatri, quel est l'intérêt de la France de voir l'Algérie exploser? Puisque si c'est le cas, le premier pays qui subirait l'effet le retour de l'âme serait la France elle-même, parce qu'elle devra faire face à un tsunami migratoire si demain il se passe des choses, Dieu ne plaise, en Algérie. L'Algérie, comme la France, comme les grandes puissances, comme les États-Unis, ils ont déjà fait leur calcul. Ils font leur calcul des années avant qu'un événement n'arrive. C'est le problème. Eux, ils ont déjà. C'est comme les États-Unis, quand ils font tous les problèmes dans le Moyen-Orient, ils savent comment ça va évoluer et globalement, ils savent arrondir les contours. Donc la France, elle sait quels sont les scénarios possible et probable pour l'Algérie. Elle s'y est déjà préparée. Elle peut séparer l'Algérie, par exemple, en morceaux, déconnecter le sud, prendre une région algéroise à son compte. Donc, ils ont déjà prévu des scénarios, ils n'ont pas peur. Et ce que la France souhaite pour l'Algérie, c'est que nous y reviendrons soumis comme nous l'avons été avant, mais peut-être maintenant, elle va faire un autre système de management. Ça ne va pas être du colonialisme direct, mais de l'autocolonialisme par Hadou Ould Abbas interposé ou Bouteflika ou Khawtou il a akhiri. Donc il n'y a pas de risque. Restez avec nous, Abdel Zatri. Hassan Moussi,
Alors, ce problème d'eau en Algérie, qui est en train de devenir le premier et le plus important problème du pays, bien plus que tous les autres problèmes qui n'en sont pas moins graves pourtant. Ok. Alors, vous m'entendez, Jamal? Oui, oui, on vous entend très bien. Excellent. Donc, moi, j'ai écouté l'intervention de notre ami Abdouhab Saatri. J'applaudis 3 fois, sincèrement, mais je ne vais pas me répéter dans ce qu'il avait dit. Moi, je dirais tout simplement, je vais essayer de voir un petit peu le côté finance de la chose. Et si vous voulez, l'irresponsabilité de nos hauts responsables, puisse de me répéter, Jamal. Vous savez, Jamal, 25 à 30 milliards de dinars sont annuellement dégagés afin de financer les programmes d'eau. Depuis une vingtaine d'années déjà, entre assainissement, renforcement des oléoducs, etc. Pas moins de 300 nappes phréatiques se créent rien que dans le nord du pays, au moins 35-36 wilayas, à chaque fois qu'il y a des précipitations de pluie. Le Sahara algérien, Jamal, entre ce que les spécialistes appellent comment ça s'appelle, l'albien et le néocombien, il renferme des volumes extraordinaires d'eau sur une superficie d'environ 600 000 km². Le problème d'eau en Algérie ne se pose pas à Jamal en termes de disponibilité d'eau. L'eau, il y en a dans notre sous-sol. L'Algérie a une nappe phréatique extraordinaire. Pas une nappe phréatique, une nappe albienne. Une nappe en eau profonde. Voilà, j'allais dire, je m'excuse. Oui, oui. Je dirais, il se pose plutôt à Jamal, si vous me permettez, il se pose plutôt en termes de gestion, d'études et de réalisation. Autrement dit, en termes de responsabilité des gouvernements et de la volonté politique de ces derniers. En Algérie, à Jamal, vous l'avez dit, mes collègues précédemment l'ont dit, aussi bien notre ami Mahi Bahi que notre ami Zatri. L'eau existe, le peuple a soif. Les robinets existent, et point d'eau à Jamal. Les tribunaux existent, mais point de justice. Les banques existent, mais point d'argent. Je dirais même les usines existent, mais point de production. C'est une histoire de régime et du vouloir de la mafia fantôme à ce que ce soit ainsi pour se faire grand et s'enrichir plus à Jamal. Pour revenir encore une fois en une minute à l'eau, je ne vous tiens pas trop à Jamal. Les politiques de subvention et de prix adoptées jusque-là, elles n'ont l'avantage que les riches, ces privilégiés qui disposent de conduites d'eau spéciales et qui utilisent abondamment l'eau pour ses piscines, ses jardins, sa douche quotidienne et le lavage de sa voiture. Le pauvre Jamal, le pauvre peuple, cette super grande majorité du peuple a soif. Ceux qui voient arriver l'eau, c'est 2 fois par semaine qu'ils le voient venir. Et à quel débit? Sinon, à l'intérieur du pays, c'est 1 fois tous les 10 jours que l'eau arrive chez eux. Comment expliquez-vous à Jamal, sur 1200 km de côte, nous n'avons que 3 décèlements au niveau national pour à peine servir 500 000 logements. Plus de 12 milliards de dollars ont été dépensés à Jamal au cours, on avait fait une petite recherche, plus de 12 milliards de dollars, je dis bien, écoutez bien, dollars, ont été dépensés au cours de ces 10 dernières années. Résultat zéro. Pourtant, 90% de la tuyauterie a été refaite. Malheureusement, les études bâclées, une réalisation incomplète, un schéma non approprié, une perte d'argent dans les assainissements, les pots de vin, des conduites Jamal entièrement enfouies dans le sous-sol sans qu'elles ne soient exploitées. Tout ça fait que, je termine avec ça, tout ça fait que les D'ailleurs, il y a une formule, Hassan, oui. Il y a une formule qu'utilisent les entrepreneurs pour rigoler entre eux, les entrepreneurs qui travaillent dans ces histoires d'eau. Ils disent Ahfer Woodven. Oui, j'ai compris. Ouais, et ça coûte très cher, hein, ça coûte... Jamal, oui. Jamal, moi j'ai eu à discuter avec... Je vous donne ma parole d'honneur. Je vais vous la raconter. Je vais vous raconter 2 anecdotes et je termine. J'ai eu à parler avec quelqu'un qui réalisait les conduites d'eau du côté de Cheraga. Eh bien, c'est un très bon ami que j'ai mal pris un petit peu ce qu'il m'avait dit, parce qu'il m'a dit
nous enfouissons des conduites bouchées de part et d'autre, et pour qu'on nous rappelle afin de refaire d'autres, afin de se faire tout simplement de l'argent. Deuxième anecdote, moi j'avais travaillé du côté des dunes là-bas, à Cheraga, Nassal, pendant une bonne quinzaine d'années, à Jamal. On disait là-bas, quand nous entendons nos robinets ronfler, on disait c'est Ataïlia, Allah yarhamou, il est mort. On disait c'est Ataïlia qui remplissait ces deux piscines à Cheraga. Donc voilà le problème de chez nous, à Jamal. Et restez avec nous, Hassan Moussi. Yassine Mahibahi, sur ce sujet de la pénurie d'eau. Écoutez, moi je pense que ce problème de pénurie d'eau est quand même quelque chose de nouveau. Avant, on ne connaissait pas ça, on ne disait pas ça. Mais pourquoi, depuis quelques années, on assiste chaque été à une pénurie d'eau? Tout simplement, pour moi, c'est le résultat d'une mauvaise gestion. Il faudrait que les Algériens sachent quand même qu'il y a eu un contrat qui a été signé en 2005 avec la société française de Suez, qui s'occupait de la distribution et de l'assainissement d'eau. Et ce contrat a été renouvelé 5 ans après. La société Suez, quand même, avait des revenus ou a été rémunérée, si vous voulez, à hauteur de 120 millions d'euros. Elle travaillait avec l'Algérien des eaux et avec une autre société qui a été d'ailleurs créée. Et malgré le premier, si vous voulez, les 5 premières années de ce contrat, il y avait une mission d'audit qui a révélé quand même une série d'insuffisances qui touchaient aussi bien la distribution que la production, que la rénovation de tout le réseau. Malgré ça, le contrat, il a été renouvelé. Donc on voit bien que, bien sûr, derrière ça, il y a des histoires de corruption, de pots de vin, etc., qui ont fait que aujourd'hui on est face à une pénurie d'eau. C'est pas une pénurie d'eau parce qu'il n'y a pas d'eau, non. Le pays est vaste, il y a beaucoup de ressources, mais parce qu'il y a une mauvaise gestion. Et comme par hasard, chaque fois qu'il y a une pénurie d'eau, on a aussi un problème d'électricité. Du coup, les Algériens vivent dans cette période, non seulement avec des coupures assez fréquentes d'eau, mais aussi des coupures assez fréquentes d'électricité. Oui, en effet, c'est vrai, surtout au Sahara, où les gens sont sortis dans la rue. Avec la chaleur, vous imaginez, couper l'électricité à des températures qui oscillent entre 50 et 60 degrés à l'ombre, vous imaginez un peu. Donc tout ça, c'est le résultat d'une mauvaise gestion de certains contrats qui ont été signés avec des sociétés étrangères, notamment, je vous dis la société donc Suez et certaines filiales algériennes. Et ces contrats, ils ont donné à de grandes insuffisances. Et aujourd'hui, c'est le citoyen qui paye. Je pense Yassine Mahibahi, quand vous parlez de mauvaise gestion, mais c'est énorme. Ce n'est pas une mauvaise gestion de réseau, d'adduction. C'est énorme. C'est presque tous les barrages qui ont été réalisés, y compris les barrages qui ont été laissés par la France, sont envasés ou souffrent de problèmes divers. Comment on dit, les réseaux qui sont censés transporter l'eau du barrage jusqu'à la ville, jusqu'au village, jusqu'aux exploitations agricoles, sont souvent cassés, explosés, mal pensés, mal réalisés. La qualité de l'eau, elle est affreuse, catastrophe, source de problèmes. La régularité dans la distribution de l'eau, elle est très, très anormale. Certains quartiers sont privilégiés par rapport à d'autres. Des villes entières, Skikda, Annaba, Wahran, Sidi Bel Abbas, ont souffert pendant des semaines, à Tébessa, et partout, je ne veux oublier aucune ville, partout, des villes qui souffrent pendant des semaines. C'est les meilleurs qui sont les mieux lotis ont de l'eau une fois tous les 4-5 jours. Vous imaginez un peu? C'est plus que de la mauvaise gestion. C'est plus que de la mauvaise gestion, c'est pire que ça. C'est pire. Non, c'est de la mauvaise gestion, c'est le résultat d'une politique chaotique de ce gouvernement et des gouvernements précédents sous l'ère de Bouteflika, parce qu'on nous chante tout le temps que Bouteflika il vous a construit des logements, des trucs, cela. Mais il n'y a jamais eu une vision d'une construction des barrages. Si on compare l'Algérie à nos voisins marocains, on est très loin au niveau de la capacité des barrages, au niveau des stations électriques, des énergies renouvelables. Donc je pense que les gouvernements ou le gouvernement
n'ont jamais investi dans la construction des barrages, dans les énergies renouvelables. Non seulement l'Algérie est en train de vivre aussi un croissement démographique important, c'est pas la même population aujourd'hui. Mais il y a eu des barrages, Yassine, il y a eu beaucoup de barrages, mais ils ne sont pas opérationnels. Ils sont soit envasés, soit pas d'adduction, les réseaux d'adduction sont cassés, ne servent à rien, soit des sabotages, on ne comprend pas. Et 900 milliards, après avoir dépensé 900 milliards de dollars en 20 ans, pas seulement dans l'eau, mais ça veut dire tout ce qui a été engrangé via les ressources pétrolières et qui a été dépensé, sont de l'ordre de 900 milliards de dollars en 20 ans pour aboutir à une telle situation où les citoyens sont obligés de faire la chaîne avec des jerrycans pour pouvoir avoir de l'eau pour boire. Mais ça, on le sait très bien. Si chacun faisait son boulot convenablement, de façon propre et honnête et assez consciencieuse, on ne serait pas arrivé dans cette situation-là. Ça, on le sait très bien. Moi, je mets l'accent sur la mauvaise politique, la politique chaotique. L'échec de cette politique à tous les niveaux, aussi bien aujourd'hui qu'on vient d'un truc vital qui est l'eau et la souffrance de la population. Donc oui, ça, on le sait très bien. Mais c'est que personne ne fait son travail, personne ne contrôle, et il y a derrière... et il y a la corruption surtout. Il y a la corruption, mais c'est ce que je vous ai dit au début. Je vous ai donné l'exemple des contrats signés avec la société Suez, filiale de la Lyonnaise des Eaux en France, avec des pots de vin énormes. Donc il y a la corruption qui ravage bien sûr c'est à tous les niveaux, hein. C'est à tous les niveaux, y compris au niveau du petit entrepreneur. Tout le monde se sucre dans ce domaine de l'eau. Et c'est arrivé à cette catastrophe. Mais sinon, Yassine Mahibey, je voulais juste vous préciser quelque chose au sujet du Hamas, du MSP de Mahfouz Nahna, Harbi Rahmou, qui ont effectivement participé à Saint-Egidio, mais participé en tant qu'observateurs et qui n'ont pas signé la plateforme de Saint-Egidio, il faut le dire. Mais nous allons passer au sujet suivant, celui du marché parallèle de la devise étrangère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable marché de combistes, de marché pour échanger des monnaies étrangères, de dinars en monnaie étrangère. Il y a la banque centrale, il y a les banques, mais c'est très difficile d'obtenir du change. On ne l'obtient pas comme on veut. Il faut des conditions. Tout particulièrement, ça se passe au niveau de marchés noirs, si on peut dire ça, mais qui se trouvent en plein centre-ville, comme celui du Square pour Saïd à Alger, en plein centre-ville, et dans toutes les villes algériennes, et dans toutes les villes européennes où se trouve la diaspora algérienne, partout, à Paris, à Lyon, à Marseille, il y a des marchés de change parallèles, et ce sont des millions de dollars et d'euros qui s'échangent par jour. Le seul Square pour Saïd, il y a des millions d'euros qui s'échangent chaque jour. Farhat Aitali, expert financier, a parlé d'un volume qui oscille entre 5 et 8 milliards de dollars dans ce marché noir. Et donc, et je passe sur la très mauvaise gestion des comptes devises des gens qui en disposent dans les banques algériennes, de l'impossibilité de pouvoir disposer, alors c'est leur propre argent, ils le déposent, et quand ils veulent en disposer, ils ne peuvent pas l'obtenir. Ça veut dire que le marché noir est devenu le principal marché, la principale source de devises étrangères pour ceux qui le cherchent, tout particulièrement pour les barons du régime qui ont trop de dinars, puisqu'ils ont fait main basse sur à peu près tout ce qui rapporte de l'argent en Algérie, et qui ont besoin d'exfiltrer cet argent en dinars vers l'étranger et qui passe donc par ces marchés. Et c'est pour ça, tenez-vous bien, que tous ces marchés sont surveillés, contrôlés, protégés, pas contrôlés, protégés par la police. Et je commence par Abdelouab Zatri, donc au sujet de ces marchés parallèles de la devise étrangère qui prospèrent, qui fleurissent, qui tiennent le haut du pavé, j'allais dire, de l'échange international, puisque même les importateurs y recourent. Eh bien oui, Gemaldine, effectivement, le marché parallèle et donc la valeur de la devise chez nous, c'est devenu une mesure de la mauvaise santé de notre économie. Mieux se porte le marché noir et down se retrouve notre économie. Depuis
ces 20 dernières années, la devise n'a fait qu'augmenter en valeur par rapport au dinar. Et notre économie n'a fait qu'aller beaucoup plus mal encore. Et actuellement, nous atteignons pratiquement une limite où il serait difficile de dépasser le niveau du marché parallèle. C'est très grave. Mais le problème fondamental est toujours le suivant, c'est que le système politique pourri, il se nourrit de la corruption et du marché noir. Et s'il lutte contre le marché noir, il va lutter contre sa propre survie. Donc nous avons plein de problèmes, d'où la bureaucratie, la corruption, l'incompétence, les responsabilités, le marché de devises, ces derniers jours, j'entends qu'il a été évalué à quelques 8 milliards de dollars. Moi, je pense que si on compte les marchandises qui transitent et qui sont stockées, il dépasse de loin cette valeur. Peut-être c'est une valeur de la monnaie, mais pas des biens qui se retrouvent et qui transitent via le marché noir. Oui, mais là, c'est un autre volet. Mais l'argent, cet argent en devise à Constantine, est-ce qu'il y a un marché des devises? Mais bien sûr, il est même florissant et il déborde sur la place publique. C'est là le centre. C'est à côté de banques et ça coopère avec les banques autour et tout va très bien. Les flics sont au courant et tout va très bien. Donc c'est comme Square pour Saïd, ça échange les billets sur les capots de voitures. Mais bien sûr, mais vous passez près de la grande poste, donc c'est ça. Donc dans la rue, c'est plein ils vous accostent, voilà, avec des billets qui vous montrent des billets et tout, et vous pouvez mais aussi ça c'est pour les petites transactions. Mais pour les grandes transactions, pour ces gens, les barons du régime généralement, qui pour exfiltrer leur fortune passent par ce marché, qui achètent en 2, 3, 4 millions de dinars, de dollars ou d'euros. Comment ça se passe généralement? Mais il y a des magasins derrière, il y a des ruelles où il y a des magasins derrière avec donc une fausse façade. Vous entrez là-dedans et vous échangez avec plein de sacs l'argent que vous voulez, ou bien il y a des représentants quand il s'agit de grandes quantités, il y a des personnes qui se chargent de vous ramasser ça. Ils connaissent les pourvoyeurs de grandes sommes, ils vous collectent ça et vous êtes tranquille. Ils ont tellement de moyens qu'il n'y a pas de problème. Il y a même d'autres procédés où il y a des gens qui sont à Dubaï, qui sont aux Émirats et en France. Vous avez juste à payer ici en dinars et vous allez là-bas et quelqu'un d'autre récupère. Oui, moi je connais des réseaux comme ça à Paris ici. Vous allez le voir, vous lui dites voilà, quelqu'un veut acheter, il vous le dit, vous voulez ici en France ou vous les voulez là-bas. Vous n'avez qu'à aller déposer telle somme chez quelqu'un et vous avez de l'argent soit à Paris, soit en Algérie, on devise tout de suite sur le champ avec un téléphone. Exact, mais aussi à Dubaï, donc pour les transactions qui vont jusqu'en Chine et tous les importateurs, c'est des chemins connus. Par exemple, aux environs de Constantine, à Ilblila, c'est connu comme une plateforme de grosses sommes de devises et de grosses importations. Donc, tout est connu, la police connaît qui est qui, vous avez des villas princières qui s'installent et qui fleurissent et on connaît d'où vient l'argent, la drogue, l'argent, tout ça va ensemble et tout va bien. Et je me permets de vous interrompre, Abdelwahab Zaatari, nous devons aller un peu vite pour essayer de traiter du dernier sujet tout à l'heure. Hassan Moussi, rapidement sur ce sujet. Allô? Oui, Hassan Moussi, assez rapidement pour que nous puissions traiter de la suite. Très bien, vous m'entendez, Jamal? Oui, très bien, très bien. Excellent. Moi, d'abord, je dirais, en plus d'être défenseur des droits de l'homme, comme vous m'avez présenté tout à fait au début, je suis aussi économiste au Canada. Donc, sur le plan des finances, d'économie algérienne, ce que je vous dirais, il y a de quoi dresser des cheveux sur la tête des chauves, Jamal. C'est une vérité. Et à chaque fois que je descends à Alger, je fais un tour à ce grand siège d'échanges parallèles, la place, le square pour Saïd. Moi, je vous dirais, quelle est, Jamal, je vais aller vite, puisque vous me le demandez.
Quel est cet étranger qui viendrait investir dans notre pays quand tout est cacophonie à Jamal, quand tout est perverti, quand l'illégalité est légalisée? On n'investit pas dans l'incertitude à Jamal. Les investisseurs calculent le risque. Aujourd'hui, l'instrument de mesure de la santé économique et financière de l'Algérie, nous l'avons, Dieu merci. Nous l'avons. Ce n'est pas Yahya ou X ou Y qui nous le dira. C'est le square pour Saïd d'Alger, que j'appelle moi l'euro-souk. L'euro-souk. Vous donnez à Jamal, vous donnez 22 000 dinars. Votre salaire du mois, si vous êtes infirmier dans un hôpital à Alger, on vous donne 100 euros, le salaire journalier d'une caissière à Paris. Cet exemple caricature à lui seul la politique économique et financière de M. Yahya & Co. Quand vous tapez sur votre ordinateur taux de change Algérie ou bien devise tz.com, c'est un tableau de change de toutes les monnaies sur le square d'Alger que cher Google vous donne et non pas celui de la Banque centrale, malheureusement. Oui, en Tous effet. les pays du monde Jamal Oui. sont en adéquation avec la réalité de la finance internationale. Les volumes monétaires, le dollar, l'euro, la livre, etc. Ils sont contrôlés et liés aux différents échanges et au développement économique international. C'est ce que nous appelons en fait, dans le langage économique financier, le forex. Ou encore le travelex. Oui. Pour désigner ce grand marché d'échange qui règle et qui régit le monde. L'Algérie est malheureusement, par la faute de ses gouvernants à Jamal, qui ne pensent qu'à leur pérennité au pouvoir, fait exception à ces règles internationales, standardisées et universelles, pour en faire son propre marché noir d'échange, que j'appelle encore une fois, moi, l'euro-souk. Dans son siège, comme vous posez la question à Abdelhak Zaatri, vous lui dites est-ce que ça existe à Constantine? Oui, ça existe à Constantine, à Miliana, à Oran, à Béjaïa. Mais le siège, il est à Alger, au square d'Alger, derrière le café Tontonville, à 200 mètres, figurez-vous, à 200 mètres du palais de justice. Monsieur, notre ami Farhat Ali a parlé de l'informel de 5 à 8 milliards. C'est une vérité. Moi, j'avais parlé dans mon article, j'avais fait hier sur le matin d'Algérie, d'environ 4 milliards d'euros qui circulent en noir entre les mains des jeunes campistes au square pour Saïd. C'est une vérité à Jamal. Et restez avec nous, Hassan Moussi, je suis désolé de vous interrompre. Nous devons aller très vite pour pouvoir traiter du dernier sujet. Yassine Mahibahi, en moins de 2 minutes sur ce sujet avant que nous passions au sujet suivant. Écoutez, ça reflète un peu ce qui se passe dans les pays qui sont à l'agonie économique. Hein. Ce n'est pas quelque chose de nouveau et malheureusement, le marché informel reste un cercle vicieux. On ne peut pas s'en sortir pour la simple raison, il y a le phénomène de l'hyperinflation. Vous avez une monnaie algérienne qui n'est pas convertible, qui se dévalue de plus en plus. Devant le fait qu'il n'y a aucune production, il y a un problème de productivité, de création de richesse. Vous pouvez trouver la devise partout, c'est bien au square, que dans une pharmacie, que dans un bureau tabac. Et on assiste à un phénomène aujourd'hui, de plus en plus, les familles algériennes préfèrent avoir de l'euro à la maison, de devises que de dinars. Merci Yassine Mahibahi. Voilà. Merci, restez avec nous. Nous allons montrer une courte vidéo de M. Elham, l'ex-DGSN, directeur général de la Sûreté nationale, qui nous a dit que pour enquêter, il parlait de l'enquête qui était faite sur lui-même et sur cette histoire de cocaïne gate, qu'il fallait d'abord être honnête. C'est dire, d'une certaine manière, il voulait dire, nous sommes tous pourris, personne d'entre nous ne peut faire une enquête sur l'autre. Écoutez-le. المؤسسة الشرطية عازمة باش تواصل العمل تاعها، عازمة باش تواصل محاربة الفساد. وهنا نقول اللي يبغي يحارب الفساد لازمه يكون نظيف، اللي يبغي يحارب الفساد لازمه يكون نظيف. وأقول كذلك حتى ولو كان المؤسسة ما راهاش معنية مباشرة بالتحقيق، راه كل الملفات اللي عندنا وتخص هذه القضية رانا نمدوها للعدالة. Abdelwahab Zaatri, mais nous sommes à la fin de l'émission. Je vous demanderai de tout nous dire en moins de 2 minutes. D'abord, Oui, c'est malheureusement, vous avez tout résumé avec la déclaration de l'Eml. Nous sommes tous pourris, nous sommes tous corrompus, donc personne n'a
n'a jugé personne et on attendra jusqu'à l'effondrement total et puis on verra bien. Donc c'est ça, finalement, aussi, quand il est responsable de ça, et s'il y a des juges corrompus, s'il y a des flics corrompus, s'il y a des procureurs corrompus, c'est à cause de lui et parce qu'on a placé lui à la tête d'un si sensible administration. C'est lui qu'on doit juger aujourd'hui, lui et ceux qui ont amené lui, y compris Bouteflika et toute l'équipe qui a amené Bouteflika. Donc, ils veulent nous faire croire aujourd'hui que nous sommes tous pourris, que tous les Algériens sont pourris, ce qui est absolument faux. Eux sont pourris, il y en a qui ne sont pas pourris. Voici une chose importante. Une deuxième chose importante, avant de conclure, c'est que ces gens-là, par leur corruption, ils nous ont mis à genoux. Aujourd'hui, qui gère l'Algérie? Ce n'est pas UHIA, c'est le FMI et la Banque mondiale. Qui gère les richesses naturelles, ce sont les experts américains qui sont en train d'écrire les lois de coopération à leur avantage. Qui va gérer la corruption en fin de compte, puisqu'elle atteint un summum jamais imaginé? C'est la CIA et le FBI qui sont chez nous actuellement et qui sont en train de stopper les problèmes de cocaïne et de sécurité. Merci Abdelwahab Zaatri. Hassan Moussi, à moins de 2 minutes, donc qui dit qu'il faut moraliser la vie publique et qui parle de réformer l'Office central de répression de la corruption. Rien de moins. En tout cas, non. Oui. En tout cas, il n'est pas le premier à le dire depuis 62 à ce jour. Hein. Monsieur Louh n'a pas réinventé la roue à Jamal. De cette option anticorruption-là. Combien de fois on a parlé de commission mixte contre la corruption, d'organes contre la corruption en 2005, en 2007 à l'époque de Ben Khadem, en 2010, en 2012. Le fonctionnement, Jamal, le fonctionnement de ces organes, d'abord n'est pas clair, il n'est pas constitutionnalisé. Il est au niveau du gouvernement et encore, ce n'est que du tape à l'œil, et si le 5e mandat passe, et il passera en tout cas, si le 5e mandat passe, nous verrons encore des organes et des organes anticorruption. Nous vivrons avec cela. C'est de la fumée aux yeux, c'est de la poudre aux yeux, c'est du atmosphère encore une fois. Merci Hassan Moussi. Yassine Mahibahi, pour conclure sur cette histoire de Louh qui veut réformer cet organe de lutte contre la corruption et qui parle de moraliser la vie publique. Pour défendre la moralisation de la vie publique, déjà, il faut avoir un état de droit. Il faut vraiment la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs. Il faut donner plus de liberté aux magistrats, il faut plus de liberté à la presse dans le cadre de l'investigation, enfin du journalisme. Donc nous sommes encore loin. C'est bien de dire des choses pareilles, mais il faut revenir au fondement d'un état de droit qui permet de gérer les affaires en toute transparence et non pas en toute opacité. Cette affaire de narcotrafic n'a révélé que le scandale à grande échelle. Et aujourd'hui, l'Algérie doit rendre des comptes devant le DEA, le bureau de la police américaine fédérale qui spécialise dans la lutte contre le narcotrafic, etc., contre les stupéfiants, et doit aussi rendre des comptes à Interpol. Je rappelle que c'était une grosse affaire, 701 kilos de cocaïne provenant du Brésil, sûrement du Pérou ou de la Colombie, transitant vers l'Algérie pour le marché européen. Donc, je pense que moraliser la vie publique, on doit revenir à l'état de droit. La corruption a ravagé la société algérienne et toutes les institutions. Et c'est une forme de crime contre l'humanité. Et l'économie algérienne est en train de souffrir encore plus. Et puis le citoyen algérien ressent les retombées de cette corruption. Merci Yassine Mahibahi, merci Abdelwahab Zaatri, merci Hassan Moussi, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Khawa la khair, salam.